Bonjour à tous, on va commencer. 2 ans de pandémie mondiale, l'économie s'arrête, puis repart. Les hôtels, les restaurants, les usines, les commerces non essentiels sont fermés. Le monde est assigné à résidence du jour au lendemain. Les Jeux Olympiques sont reportés, les stades déserts, le transport mondial se grippe. Les containers s'accumulent dans les ports, le pétrole dégringole, l'économie tourne au ralenti. On craint les faillites en cascade. L'industrie pharmaceutique tourne à plein régime, comme les hôpitaux, les médecins, les infirmières, la planche à billets, les entreprises de nettoyage, les vendeurs d'ordinateurs, mais pas les fabricants. La croissance repart, la bourse s'envole, les tensions géopolitiques s'accroissent, comme le nombre d'incendies, le niveau des océans, les inondations, les dividendes, l'inflation et la contestation sociale. Opportunités, menaces, les risques sont protéiformes, omniprésents et ne connaissent pas la crise. La question qui nous intéresse alors est bien l'effet de ces incroyables bouleversements sur nos structures, ainsi que la manière de les prévenir et d'y faire face pour mieux nous préparer au choc, même systémique. Comment estimer au mieux les probabilités et les impacts liés à chacun de nos risques? Quelles sont aujourd'hui et peut-être pour demain nos capacités de modélisation et de quantification? Quelles difficultés attendent les risques managers dans ce domaine? Quelles sont les contraintes de la donnée? Bienvenue dans notre atelier sur la modélisation et la quantification des risques. Je suis Pascal Delhomme, responsable risque et assurance d'Allianz France. Et pour animer cet atelier, pendant l'heure et demie qui nous est dévolue, je serai accompagné de Winifred Caudron, Gisèle Ducrot et Denis Zanziflette. Zanziflette. Winifred, vous êtes diplômée en expertise comptable et en management. Vous avez débuté votre carrière dans l'audit financier et le contrôle de gestion avant d'intégrer le groupe Chèque Déjeuner en 2006 en tant qu'auditeur. Promu responsable du contrôle financier et de la consolidation, vous saisissez l'opportunité d'une reconversion professionnelle dans la gestion des risques en 2013 en acceptant le poste de responsable audit interne, contrôle interne et gestion des risques de la holding du groupe. Cette expérience, enrichie par votre participation active au sein de la commission ERM 360 de la MAREI, vous ont permis de développer une véritable expertise dans l'articulation des 3 lignes de maîtrise. Après avoir occupé le poste de risque manager du groupe UP, vous êtes maintenant en charge des assurances et des risques de ce groupe. Gisèle, vous êtes diplômée de la faculté de Paris de l'Institut de gestion des risques. Vous avez commencé votre carrière dans l'industrie comme ingénieur projet, responsable des activités de formation en maîtrise des risques pour le centre d'expertise national de la Fédération française des sociétés d'assurance. Puis en étant chargé du développement du réseau international de conseil en prévention des risques chez un grand assureur français. Aujourd'hui, vous développez une offre d'analyse unique, d'analyse de quantification des risques opérationnels pour vos clients comme associé de partenaire chez EY. Denis, vous êtes diplômé de l'École centrale de Paris, docteur, ingénieur en mécanique des sols et thermiques, ancien consultant chez EY, formateur, ancien directeur de SS2I et fondateur de Value 360. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le conseil et le management d'entreprise à des postes de direction, vous avez développé l'approche du management des risques dans le but de répondre aux objectifs de contraintes économiques des entreprises. Vous êtes membre actif de la MAREI au sein de la commission ERM 360 et vous avez collaboré à l'ouvrage Management des risques et entreprises étendues à paraître avec la MAREI. Je précise dès à présent qu'à l'issue de l'intervention de nos experts, nous disposerons d'une vingtaine de minutes pour la traditionnelle séance de questions-réponses. Sans plus attendre, intéressons-nous avec nos experts aux enjeux et aux contraintes de la modélisation et de la quantification des risques pour nos organisations. Gisèle, de quoi parlons-nous exactement ? Bonjour à tous. Alors, merci de venir sur ce palpitant atelier. Merci Pascal. Alors, il m'est dévolu la mission d'essayer de définir un peu déjà de quoi nous parlons. C'est déjà tout un espace en soi. Alors, on parle de modélisation. Finalement, c'est quelque chose qui parle assez bien à tout le monde. La modélisation, c'est quoi ? C'est le fait, en fait, d'essayer de créer une représentation qui permet une représentation aussi similaire que possible de l'objet d'origine, qui permettent en fait de simuler l'objet étudié pour en étudier les variantes, les évolutions, etc. Donc c'est un modèle. On va voir en quoi consistent ces modèles et finalement ceux qu'on a à notre disposition aujourd'hui et peut-être ceux qui seront à notre disposition demain.
La quantification, c'est un petit peu différent. Comme son nom l'indique, l'idée de la quantification, c'est d'essayer d'estimer, de manière aussi proche que possible, les probabilités de réalisation d'un risque, mais aussi et surtout les impacts de ce risque. Alors, quand on parle de quantification, effectivement, on essaye, en tout cas dans l'idéal, de parler d'éléments financiers. Mais aujourd'hui, en termes de quantification, on fait également des quantifications d'impact qui sont un peu plus qualitatifs. Et donc, l'idée, c'est d'être aussi quantitatif que possible. Ces modèles de quantification, aujourd'hui, et on va en parler tout de suite, vous avez finalement deux grandes catégories de modèles. Vous avez les modèles dits mathématiques. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'essayer de trouver le modèle de mathématiques, et il y en a, il y en a beaucoup, qui est le plus proche possible, en fait, de la représentation de l'objet. Et puis, il y a des modèles basés sur les modèles experts. Je vais y revenir tout de suite, qui là, en fait, sont plutôt basés sur du retour d'expérience et où le fait que certains experts vous donnent une image technique du risque ou d'un élément tel qu'un site industriel, etc. Alors, finalement, pourquoi modéliser ? Finalement, quel est l'intérêt de l'atelier aujourd'hui ? Pourquoi modéliser ? Pourquoi quantifier ? D'abord pour un objectif financier qui paraît assez transparent dans nos métiers du risque, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de savoir par anticipation quels peuvent être les coûts, les conséquences financières de réalisation d'un risque. Donc là, on fait le lien avec forcément directement ou avec l'assurance ou avec au moins la philosophie du transfert financier. Ça pourrait être aussi par anticipation pour essayer d'évaluer les conséquences d'un choix stratégique, essayer de se rendre compte, par exemple, pour une société de la cosmétique, développer de nouvelles filières de produits qui soient beaucoup plus proches de la pharmacie. Forcément, en termes d'impact, en termes de risque, ça peut avoir des conséquences financières qu'il est intéressant de modéliser. Et puis, au-delà, et c'est peut-être aujourd'hui la plus grande valeur peut-être de la quantification, c'est d'essayer en fait de sensibiliser l'ensemble des intervenants du risque, donc forcément les comités de direction, mais aussi les actionnaires, mais aussi les directions opérationnelles, les directions de projet, et ça c'est un point important, pour essayer de savoir finalement quel est l'intérêt pour eux de pouvoir déjà évaluer et surtout maîtriser les risques. Historiquement et très rapidement, finalement, cette logique de quantification, elle existe depuis très très longtemps. Déjà, les premiers finalement quantificateurs, qui étaient les Lloyds, donc en fait les affréteurs de bateaux à Londres, en fait déjà ont créé la logique d'assurance suite au fait qu'ils avaient voulu quantifier en fait les pertes de bateaux et les couvrir. Alors, pour aller plus concrètement dans l'idée de modélisation, quantification, alors, les modèles mathématiques, le principe du modèle mathématique qui est aujourd'hui quand même extrêmement élaboré, c'est d'essayer en fait de trouver une formule mathématique, une sorte de répétitivité du risque qui fasse que le modèle nous donne une idée du risque tel qu'il est en simulation répétée. Donc les modèles mathématiques, et vous le comprendrez, sont forcément beaucoup plus efficaces, efficients, quand vous avez des données répétitives. Donc les modèles mathématiques marchent très bien sur le risque de série, le risque routier, le risque sécurité santé. Là, sur la pandémie, on va commencer à pouvoir avoir des modèles mathématiques fiables, parce que forcément, plus vous avez de la donnée, plus vous pouvez constater que votre modèle mathématique est efficient, voire l'adapter. Alors forcément, le développement des capacités de calcul et de l'intelligence artificielle permet d'améliorer ces modèles, et Denis en reparlera. Versus les modèles experts. Donc là, typiquement, les modèles experts sont beaucoup plus utilisés sur des risques à réalisation faible, les signes noirs, et Denis va y revenir. L'idée, en fait, c'est d'avoir ou des retours d'expérience, ou des gens qui soient suffisamment spécialistes d'un risque pour essayer d'anticiper la réalisation de ce risque. Donc ce qu'on fait typiquement sur des risques spécifiques, climatiques, incendies, etc. Alors il y a deux éléments qui sont importants en termes de quantification, et sûrement un des éléments sur lequel il faut être très vigilant, et en particulier sur les modèles mathématiques, et là je n'invente pas, je ne reprends que les théories de Nassim Nicolas Taleb, c'est le fait que la quantification en particulier mathématiques, représente un biais spécifique qui fait que dans les modèles mathématiques, en fait, la modélisation mathématique n'est pas équivalente. Très simplement, si vous avez en fait une route qui est censée contenir 10 000 véhicules à l'heure, finalement, vous comprendrez assez vite que sur le modèle mathématique classique de la courbe en cloche, la courbe de Gauss, le fait que cette route,
n'y ait qu'une seule voiture dessus, donc à une des extrémités du modèle mathématique, est absolument pas équivalent en termes d'impact au fait que cette route va contenir 9 999 véhicules. Donc là, c'est une des vigilances qu'il faut avoir sur le modèle mathématique, c'est que ce modèle n'est pas forcément représentatif automatiquement de la réalité de la conséquence du risque. Et c'est là où nous, risk managers, collectivement, avons notre rôle à jouer sur le traitement de ces fameux modèles. Et puis, aujourd'hui, après, et malheureusement, on n'aura pas trop le temps de développer cet élément-là, aujourd'hui, c'est vrai que les puissances de calcul nous ouvrent énormément de pistes, notamment sur la partie modélisation. Donc, que ce soit sur des algorithmes dits intelligents, dits apprenants, c'est-à-dire finalement des modèles mathématiques construits qui en fait apprennent de leurs propres erreurs ou de leurs propres défauts et qui, au fur et à mesure, se rapprochent de plus en plus du modèle réel. L'intelligence artificielle qui permet de faire des allers-retours finalement entre la réalité et le modèle mathématique. Et peut-être demain, et c'est finalement très porteur d'avenir, ce qu'on appelle la technologie des jumeaux numériques, qui est aujourd'hui à différents stades de développement, mais où, très synthétiquement, l'objectif, en fait, c'est de créer, et aujourd'hui, certaines industries le font, l'aéronautique, l'armement, de créer, en fait, un double numérique complet d'un objet réel, tel qu'un site industriel ou un site de production, mais non seulement d'en créer un double numérique complet, mais de connecter les deux par l'intermédiaire des IoT, de capteurs de température, de capteurs thermiques, et en fait de simuler finalement et la réalité et le numérique en parallèle. Ce qui fait qu'en fait votre jumeau numérique, non seulement est le reflet de ce qui se passe dans la réalité, mais vous permet aussi d'anticiper les futures pannes, les frottements, et y compris la réalisation de certains risques. Donc aujourd'hui, on en est encore au début de cette technologie, dont vous vous doutez qu'effectivement, aujourd'hui, elle est très onéreuse. Mais pour nous, risk managers, c'est extrêmement porteur d'éléments d'avenir. Parce que si demain, on est vraiment capable de créer des jumeaux numériques de sites industriels, de réseaux de supply chain, ça va nous permettre en fait, d'acquérir des puissances de simulation en termes de risque et de quantification qui vont nous permettre d'être au plus près de la réalité. Premier enjeu. Merci Gisèle. Nous comprenons que le premier enjeu pour évaluer correctement un risque est l'application et l'interprétation du bon modèle. Et je vois poindre un autre enjeu, celui des données, des informations pour correctement évaluer la situation. Denis, n'avons-nous pas un sujet sur la fiabilité et l'interprétation de ces données ? Bien entendu. Ces données vont d'une part vous permettre de prendre des décisions, donc d'investir, de dépenser, et peut-être de diminuer des dégâts. Et enfin, à un moment donné, apparaîtront aussi dans le bilan. Donc, les données qu'on utilise ont un impact relativement fort sur ce qui va se passer derrière. On va aborder 2 points sur ces données. D'abord, au niveau de la modélisation, comme ça a été si bien présenté à l'instant. Je n'irai pas dans pourquoi tel ou tel type de modèle, mais pour faire un modèle, à un moment donné, vous avez besoin de données. Sinon, votre modèle, c'est de l'artificiel total et ça n'a aucune signification dans la réalité. Donc, il faut avoir des données. Et est-ce qu'on a effectivement suffisamment de données, d'une part, et est-ce qu'on a effectivement des données qui vont permettre d'avoir un modèle représentatif de l'objet que vous voulez modéliser. Ça peut être une usine, ça peut être un vélo, enfin peu importe, mais ça peut être, ou voir un processus, un comportement. Lorsque l'on fait les modèles, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un objectif du modèle. Attention, dans les entreprises, il peut y avoir des conflits d'intérêts et suivant là où les personnes qui construisent le modèle, on peut avoir des modèles avec des conséquences différentes. Donc il faut faire très attention à quel objectif on donne au modèle. Enfin, un modèle, ça a des limites. Si vous modélisez par exemple une courbe en U, dans le bas du U, d'une façon très étroite, vous avez quasiment un segment. Mais dès que vous sortez de ce segment, il est évident que le modèle segment d'une courbe en U n'a plus aucun sens, même si c'est parfaitement acceptable à l'intérieur du segment. Donc il y a des limites au modèle. Tous les modèles sont forcément limités par essence, par définition. Vis-à-vis de la quantification, on retrouve bien entendu le même type de problématique sur les données. On va quantifier, à un moment donné, Gisèle l'a rappelé avec force nécessité, à un moment donné, il va y avoir des euros qui vont arriver à la fin dans le bilan.
Donc, il faut bien avoir des données qui soient significatives et suffisantes pour que les déductions quantitatives donnent les bonnes décisions et, dans le bilan, donnent les bons éléments, les bonnes valeurs, ce qui n'est pas tout à fait donné. Excusez-moi pour les mauvais jeux de mots involontaires. En plus, vous avez un modèle, très bien, puis le modèle, on s'aperçoit qu'on peut le paramétrer et qu'on peut avoir différents scénarios, ou pardon, différents scénarii, puisqu'on est au pluriel. Et là, ça devient très ennuyeux. Est-ce que je dois faire jouer tel ou tel scénario, ou est-ce que je dois jouer plusieurs scénarios en même temps, différemment? Donc là encore, tout un tas de questions que doit se poser le risque manager avec les opérationnels et voire aussi également avec les dirigeants et en particulier le directeur financier. On va retomber sur la même problématique à l'instant, comme je viens de les exprimer sur les données, sur les modèles. On va avoir des limites aux données. Est-ce que effectivement les quantifications dans l'exemple du segment vont être valables? Pas sûr. Il faudra pouvoir le vérifier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas donné effectivement de pouvoir toujours vérifier les limites. Les valeurs que l'on va avoir, valeurs quantitatives, on reviendra tout à l'heure, on va, le cas échéant, enfin, de préférence, avoir d'abord des données opérationnelles qui, elles, sont significatives pour les gens concernés, pour les gens des métiers, en matière opérationnelle, que l'on va traduire en matière financière. Et là, par exemple, quelles sont les provisions qu'on va mettre dans un bilan, quelles sont les réserves que l'on va mettre en place dans les budgets pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est tout un tas de problématiques. Alors, quelques premières solutions. On peut déjà commencer par évaluer les impacts que peuvent avoir ces modèles et ces quantifications sur les activités. On peut évaluer même d'ailleurs ce qui peut se passer quant à la pérennité de l'entreprise, de l'organisation de votre milieu. Bien entendu, il y a énormément de cas, quand je dis énormément, trop de cas, où, et Gisèle l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de statistiques. Les assureurs ne travaillent quasiment que sur statistiques, c'est bien connu, mais à un moment donné dans l'entreprise, il y a des choses qui sont là et on n'a pas le choix. Il faut effectivement pouvoir faire des plans d'action. Et à ce moment-là, les données, ça va être un avis d'expert. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît le métier, l'objet dont on parle, et qui va dire que dans ses 20, 30 ans d'expérience, il a rencontré 5 ou 6 cas, c'est du vécu, hein, qui effectivement ressemblaient à ça, et donc on peut commencer à avoir des approches numériques avec lui. Et on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a que ça comme information. Il n'y a que l'avis de l'expert ou des experts que l'on va solliciter. Une solution dans ces cas-là, c'est de travailler en ordre de grandeur. Ne tombez pas dans le piège de l'ingénieur, et comme l'a rappelé avec force sympathie, je suis un ingénieur, donc je n'hésite pas à le dire. L'ingénieur a la fâcheuse tendance à donner des chiffres qu'il veut exacts. On utilise des outils, on fait, moi je l'ai vécu, on nous donne le prix d'un viaduc, on est en avant-projet, on n'a même pas encore décidé de le faire, on se demande si on va le faire, et l'ingénieur sort, ça coûtera 350 248 983,82 €. La précision du calcul est au moins de 30%. Comment peut-il sortir des centimes? Et c'est pourtant la vie. Les gens cherchent la précision. Erreur. L'ordre de grandeur, on le verra encore tout à l'heure, est largement suffisant pour prendre des décisions. Alors, vous pouvez également faire des parallèles avec ce que font les assureurs dès que vous avez suffisamment de données. Ça, c'est pas trop difficile encore. Il faut quand même avoir de bons modèles mathématiques, bien entendu. Si on prend l'exemple du cyber, puisqu'aujourd'hui, ça monte en flèche, ça monte en puissance, même si les problématiques du cyber ont quelques décennies d'âge, facilement 40-50 ans à peu près, la problématique. On a maintenant plein d'outils. Et on peut trouver des données sur le marché. Par exemple, vous avez M. Kaspersky qui va vous dire que 90% des brèches informatiques sont des erreurs humaines. Ça vous donne matière à réflexion pour les gens responsables des systèmes d'information. Je ne parle pas des informaticiens forcément, mais les gens responsables des systèmes d'information, quant à ce qui se passe dans la construction du système d'information. Comment se fait-il qu'on puisse avoir tant d'erreurs humaines? Nous sommes des êtres humains, tout simplement. On va aussi vous apprendre chez Hiscox que 80% des entreprises qui ont perdu leurs données suite à une cyberattaque ont fait faillite. Donc ça laisse tout de suite prendre conscience qu'on ne peut pas se permettre de perdre ces données. Donc par exemple, c'est bête et méchant, c'est évident pour tout le monde a priori, on fait des sauvegardes instantanées. C'est banal. Montrez-moi combien d'entreprises le font effectivement.
Dès que vous tombez dans les TPE, PME, ben, c'est pas si vrai que ça et c'est même des fois relativement catastrophique. Donc, faire prendre conscience aux dirigeants par des données, c'est aussi très important, comme on l'a dit à l'instant. Donc voilà, juste quelques chiffres pour vous donner l'exemple sur le cyber. Et ces problématiques de données, il y a quand même moyen de les résoudre. Merci Denis. Effectivement, les problématiques liées aux données sont nombreuses. Comme vous venez de le souligner, et leur impact sur notre appréciation du risque est bien réel. Winifred, au regard de votre expérience opérationnelle, quels sont selon vous les enjeux et les contraintes de ces problématiques sur nos organisations? Bonjour, merci Pascal. Bon, on est à Deauville, donc ça fait 2 jours qu'on est à côté de la mer. Moi, je vais vous emmener faire un petit tour en montagne. En tout cas, je vais essayer. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les enjeux pour les risques managers. Quelles sont les raisons pour lesquelles le risque manager va, après être entré dans un processus, une méthodologie de cartographie des risques, donc d'identifier et d'évaluer, qu'est-ce qui va l'amener effectivement à travailler sur un process de quantification? Alors, il y a des démarches qui sont sur des demandes et il y a des démarches qui vont être une démarche volontaire. Quand c'est une démarche qui est sur une demande, on peut avoir des demandes internes, on peut avoir des demandes externes, ça peut être des commissaires aux comptes, ça peut être les assureurs, hein, pour pouvoir s'assurer effectivement de l'alignement sur le risque pris et sur la ligne de garantie en face. On peut avoir des enjeux réglementaires avec des calculs pour des provisions. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle le risk manager peut s'embarquer sur un processus de quantification. Après, il y en a d'autres. Je vais peut-être revenir sur la partie responsabilité. On peut l'attaquer maintenant. Effectivement, le risk manager, il est responsable d'un certain nombre de process. Jusqu'ici, il était responsable du process cartographie, même si effectivement c'est travaillé avec les opérationnels, hein, mais effectivement on l'attendait sur sa responsabilité au niveau de l'identification et de la méthodologie pour l'évaluation des risques. Aujourd'hui et demain, on va beaucoup plus l'attendre sur des aspects quantification. Effectivement, s'il s'avère qu'effectivement il y a un écart trop important entre une quantification et après une quantification avérée, on pourrait remettre en question ses compétences. En même temps, s'attaquer à un sujet de quantification pour les risques managers, ça peut être effectivement une belle occasion quelque part de mettre en avant des travaux dans un exercice finalement de détail. Donc effectivement, après cette première phase de responsabilité sur la carto-identification et évaluation, la prochaine étape pour les sociétés qui n'y sont pas encore, et il y en a encore beaucoup qui n'y sont pas, c'est effectivement d'attendre le risque manager sur le process de quantification de certains risques. Travailler sur la quantification des risques, et donc quand on a un risque qu'on quantifie, on va avancer sur ce risque-là, et donc quelque part, ça va accélérer, c'est un effet un peu accélération de la courbe de connaissance sur ce risque-là. Ça va du coup permettre aussi de mieux ajuster des fois l'environnement de maîtrise. Ça va permettre aussi d'améliorer des fois le process de cartographie des risques. Quand on fait de la cartographie des risques, quand on identifie des risques, quand on les évalue, et quand on les identifie, quand on les évalue et quand on les quantifie, c'est aussi pour permettre aux décideurs de prendre des décisions éclairées. Donc voilà un petit peu sur les enjeux et les raisons qui nous poussent en tant que risque manager à lancer cette démarche. Mais on va donc revenir pour les difficultés sur cette image un petit peu de randonneur, où effectivement on a bien compris que le sommet, donc ce que vise le risque manager dans cette démarche, c'est effectivement d'atteindre le haut de la montagne. On peut apercevoir sur le dessin que le randonneur, il regarde son objectif, donc le risque manager, que le terrain, il n'est pas forcément tout droit, il n'est pas forcément tout plat, qu'il va falloir prendre des alternatives, qu'il va falloir s'équiper. Donc effectivement, on va devoir se poser les bonnes questions sur effectivement quels sont les risques qu'on doit identifier, donc quel sommet finalement on va essayer de gravir, quelle méthode on va prendre finalement, quelles sont les méthodes qui existent, quelles sont les méthodes qui manqueraient et qu'est-ce qu'on pourrait du coup mettre en place. Et puis après, ça va nous permettre un petit peu de chiffrer les ressources qu'on devra finalement acquérir pour se lancer effectivement sur cette randonnée. Je crois que c'est tout pour moi sur cette slide-là. Merci Winifred. Je t'en prie. Nous percevons mieux les impacts pour nos organisations en termes de quantification. Denis, comment peut-on réduire cette incertitude ?
on va commencer par la quantification, par la probabilité, c'est-à-dire la possible occurrence d'un événement qui effectivement va déclencher le risque. Lorsque vous travaillez avec les opérationnels, on entend surtout des « Ah, ça n'arrive pas souvent, c'est très peu fréquent, ah, c'est beaucoup ». Ça, c'est du strict qualitatif subjectif. Et honnêtement, en réalité, on ne peut rien en faire. Parce que le beaucoup ou le très peu de l'un ou de l'autre, lorsqu'on passe en numérique, pour l'un, très peu, ça peut être 0,001, alors que l'autre, très peu, c'est 15%. C'est totalement subjectif par rapport à votre propre culture, par rapport à votre environnement, par rapport à votre métier. De même pour le beaucoup. Donc, première recommandation de base, c'est de travailler sur les fréquences, c'est-à-dire obtenir le nombre d'événements effectivement arrivés sur une période. Et là, vous pouvez effectivement en déduire une probabilité. Petite remarque, lorsqu'on demande le nombre d'événements, je l'entendais encore il n'y a pas très longtemps dans une conférence, la personne sort 328 événements. En fait, on ne savait pas trop si c'était sur 1 an ou sur 3 ans. Donc il faut demander à la personne le nombre d'événements sur une période donnée. Prenez une longue période de préférence, hein, sauf s'il y a des changements énormes dans la période qui font que l'événement change de nature, etc. Mais prenons de longues périodes, pas forcément que la dernière année ou les 3 derniers mois, de façon à avoir une évaluation significative de la fréquence et donc de la probabilité. Comme dit tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas forcément, comme pour l'assureur, des données statistiques, donc des données suffisantes pour en déduire une vraie statistique. Là, par exemple, sur le graphe, on a quelques données, ou quelques milliers de données, je ne sais pas a priori. On a sorti une courbe en rouge qui donne une distribution de probabilité. Et on s'aperçoit dans la vie, dans la vraie vie, que finalement, on ne recherche pas l'exactitude comme dit tout à l'heure, on recherche une appréciation, un ordre de grandeur. Donc on va travailler avec un min-max, ça va être entre 0,1 et 0,15. Et on s'aperçoit qu'on fait les calculs financiers derrière, in fine, que c'est largement suffisant pour prendre la décision. Hein, si vous êtes une entreprise qui, on verra ça pour la quantifier encore tout à l'heure, mais qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, et si vous avez un truc qui se situe entre 1 et 3 millions d'euros, eh bien, ça vous donne une appréciation. Et si ça va se passer tous les une fois par décennie ou une fois par mois, c'est suffisant. Alors après, que ce soit du 1,2 par mois ou du 1,2 par décennie, on n'en a rien à faire. C'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse pour prendre la décision. Donc, lorsque la personne, l'homme, la femme de métier vous donne des ordres de grandeur avec un min-max du style, c'est entre 0,01 et 98%, là, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut à ce moment-là faire une étude d'affinement de la chose. Donc, avoir l'ordre de grandeur en min-max est aussi une opportunité pour provoquer des études d'affinement et ça justifie la dépense pour faire l'étude d'affinement sur cette valeur. Et une fois qu'on sera entre 0,12 et 0,18, eh ben, on se dira c'est suffisant et ce n'est pas forcément dans la peine d'aller plus loin. Alors, les probabilités ont donné lieu à la création d'un bestiaire. Ceux qui ont lu Taleb le savent, avec le signe noir. Le signe noir, je me rappelle, pour la petite histoire, qu'on croyait que ça n'existait pas à l'époque. Et on s'est aperçu que finalement, je crois que c'est en Asie, je ne sais plus très bien, où il y a effectivement quelques signes noirs qui existent. Donc c'est l'événement très rare, rencontrer un signe noir. Taleb a donc créé la notion de probabilité de signe noir pour les événements très rares, mais à très très forts impacts. Un peu plus tard, Michelle Becker a, elle, créé la notion de rhinocéros gris. Le rhinocéros gris, c'est l'événement, on va dire, très probable. Alors, est-ce que c'est du 0,1 ou du 0,8, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas qui va arriver très certainement dans pas trop longtemps, mais qui est négligé, car dans la culture d'entreprise, les personnes concernées disent « Ah, ça ne me concerne pas ». Non, finalement, on connaît bien, non, ce n'est pas la peine de travailler sur le sujet. On connaît, mais on ne maîtrise pas forcément. Donc lorsqu'on a la problématique du signe noir de l'événement rare
Il ne faut pas hésiter à rechercher les signes noirs possibles. Et quand on creuse, on s'aperçoit qu'on peut les trouver quand même. Et quant au rhinocéros gris, il ne faut pas hésiter à étudier ce qu'est ce rhinocéros gris pour l'organisation ou l'entreprise. C'est un peu la morale de l'histoire. Et ça évitera bien des dégâts. Application à l'actuelle pandémie sur la notion de signe noir et de rhinocéros gris. La pandémie que nous connaissons aujourd'hui, il y en a à peu près 3 par siècle. Statistiquement, vous pouvez faire des constats, c'est 3 par siècle. En de grandeur, ça peut être qu'une, ça peut être 4, peu importe, ce n'est pas le débat, c'est quelques-unes par siècle. Donc, au niveau d'un État, la pandémie est un rhinocéros gris. En 1918, la fameuse grippe espagnole, je ne vous en reparle pas, en 1967, je ne sais plus comment s'appelait celle-là, ça a fait beaucoup, beaucoup de morts. Donc on sait très bien que ce genre de pandémie peut arriver. Quand, on ne sait pas forcément, mais en tout cas, on ne va pas attendre 3 siècles. Ça viendra bien avant. C'est dans les 10 à 20 ans peut-être. Et là, on est sur des probas d'au moins 0,5. Par contre, si vous prenez la pandémie au niveau d'un commerçant, quand il apprend à 17h40 que demain matin, il ne pourra pas ouvrir son magasin suite à une décision de fermeture administrative obligatoire, lui, c'est un signe noir. Parce que ça, on ne l'avait jamais fait encore. Cette décision-là, il n'y a pas de référentiel pour lui pour la trouver. Il ne pensait même pas qu'on pouvait prendre ce genre de décision. Donc voilà pour illustrer les probabilités en signe noir à rhinocéros gris. Merci Denis, c'est plus clair. Demeure toutefois une inconnue. Si l'interprétation de la probabilité est subjective, ne sommes-nous pas certains de ne pas passer à côté de quelque chose, Gisèle ? C'est une excellente question. En fait, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, finalement, sur l'approche de la quantification, c'est pas tant l'utilité du principe global, qui est assez entendu de tout le monde, que le fait que, finalement, la question de la quantification remet sur la table, notamment vis-à-vis de l'ICOMEX, la question de la capacité des organisations à admettre que le risque existe. Parce que finalement, de se dire on va quantifier un risque, ça admet par principe que non seulement le risque existe, mais que c'est forcément un risque majeur pour l'organisation. Et finalement, une des oppositions qui nous est faite le plus régulièrement, c'est que la donnée n'existe pas, ou que finalement c'est un risque qui n'arrive pas. Donc on revient sur les notions ou de probabilité ou d'absence de quantification. Juste 2 exemples pour rebondir complètement sur ce que disait Denis à l'instant. La notion de quantification du risque cyber, il y a 10 ans, voilà, l'ensemble du marché disait que c'était un risque qui était nouveau. Or, vous voyez, sur la courbe que je vous présente, ce n'est pas un risque nouveau. Il y a 10 ans, ça n'était pas un risque nouveau. À l'époque, on avait déjà les éléments de menace, le contexte du risque et le niveau d'exposition. Alors, effectivement, sûrement pas au niveau auquel on est aujourd'hui, mais globalement, tous les éléments qui permettent de quantifier un risque, on les avait en 2007. Donc on les avait au moment où on a commencé à travailler sur l'assurabilité du risque. Donc ça pose une vraie question sur la capacité collective et la capacité des organisations à admettre que ce risque existe et que de ce fait, il faut le quantifier. Parce que quand on le quantifie, eh ben on commence à avoir des vraies valeurs et qui commencent à prendre de la réalité. Et de la même manière sur le risque pandémie, alors même en allant plus loin que le H1N1, le fait que finalement, aujourd'hui, beaucoup des clients disent mais c'était un risque non prévu, c'est un risque qu'on n'avait pas identifié. Si, le risque avait été identifié. C'est que la capacité des organisations à admettre que le risque existe n'était pas là. Et pourtant, Dieu sait, depuis la peste noire, qui a quand même tué 50% des Européens, donc on ne peut même pas dire que c'était un risque dont les conséquences... la quantification était nulle. Mais de ce fait, c'est un risque que, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas quantifié. Forcément, du coup, on progresse un peu. Merci Gisèle. À votre avis, Denis, dans ce contexte, l'IA peut-elle nous aider ? L'IA peut et devrait nous aider effectivement. Juste une petite parenthèse sur la quantif. Lorsque j'étais très jeune consultant, donc c'était il y a 40 ans, j'étais exactement missionné sur ce qu'on demande aujourd'hui sur les études de cyberrisque. Et je dis bien exactement missionné sur ces sujets-là. Jusqu'à quel point l'entreprise ne peut pas être mise en péril par une cyberattaque. Ça existait déjà il y a au moins 50 ans. Juste comme ça, parce qu'aujourd'hui on entend « Ah, c'est récent ».
C'est très vieux. C'est un rhinocéros gris pour moi, quelque part. Alors, l'IA peut nous aider, effectivement. Un petit rappel de la définition, que vous trouverez, je crois, celle-là doit sortir du Larousse avec un peu de mémoire. L'ensemble de théories et de techniques pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Bon, il y a beaucoup d'ambition là-dedans, simuler l'intelligence humaine, certes, mais effectivement, on a aujourd'hui des logiciels d'IA qui sont même plus pertinents que les êtres humains. Vous l'avez en radiologie, par exemple, ça donne de meilleurs résultats que les meilleurs médecins. On a également de nombreuses applications qui sont tout à fait pertinentes, opérationnelles et lucratives dans des applications financières. Vous avez la même chose dans la quantification des risques juridiques et donc dans tout un tas de logiciels du commerce, l'IA s'intègre pour faire progresser, aller plus vite et trouver de meilleurs résultats et pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc aujourd'hui, dans un SIGR, dans un système d'information de gestion du risque, on a de plus en plus, pour l'aide à la décision, l'intégration de l'intelligence artificielle avec la méthode de Monte-Carlo dans la recherche arborescente. C'est beaucoup plus facile de le faire par une IA que de demander à une équipe d'êtres humains de faire en quelques semaines ce que l'IA va faire en quelques minutes à peu près, grosso modo. Donc, effectivement, il y a bien des choses intéressantes. Cependant, attention aux limites, comme on l'a dit tout à l'heure, des données pertinentes et des données suffisantes sur le sujet. Je ne peux que rappeler aujourd'hui, par exemple, sur les juges américains qui, il y a quelque temps, ont demandé à la Cour suprême le droit, alors qu'ils n'en avaient pas l'obligation, c'est quand même assez surprenant, d'ignorer les conclusions d'un logiciel d'aide à la remise en liberté, car ce logiciel était devenu raciste. Je pense que la plupart de vous connaissez ce cas. Or, il était basé sur les données existantes, sur la réalité des décisions des juges. C'est quand même ennuyeux. Donc je n'irai pas sur le fond du débat qui ne nous concerne pas ici, mais l'IA était devenue raciste. C'est quand même plus que gênant. Et demander donc l'avis de la Cour suprême, le droit d'ignorer, bien qu'on n'ait pas l'obligation d'en tenir compte. Donc on a des biais qui sont relativement fréquents dans les données et ce n'est pas forcément évident de s'apercevoir de ces biais. On est donc dans une mise en place où les outils que l'on a, l'algorithmique a quand même quelques décennies d'âge. On fait de l'algorithmique depuis plus de 50 ans. On fait de la data en masse depuis plus de 50 ans également. Donc sur des choses qui devraient être a priori maîtrisées, mais qui malheureusement ne le sont pas. Donc nous avons un sujet qui est aujourd'hui, il faut bien le dire, qui est très évolutif, qu'on peut utiliser comme une aide à la décision, mais il ne faut surtout pas s'auto-piéger en disant que ça va être la décision donnée par l'IA dans le logiciel de SIGR. C'est une aide à la décision, très bien, pas plus. Merci Denis. La donnée est encore et toujours le sujet prégnant. Vis-à-vis de nos organisations et pour l'entreprise étendue, quel est l'impact d'une quantification correctement menée, notamment pour nos partenaires assureurs et réassureurs? Gisèle, vous qui avez eu une expérience opérationnelle au sein d'un grand assureur, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Je vais essayer. Alors, c'est vrai que l'enjeu de quantification pour la sphère de l'assurance au sens large, assureurs et réassureurs, elle est beaucoup plus prégnante, encore plus prégnante, et elle l'a été par le passé, elle l'est encore plus aujourd'hui, je pense qu'on peut tous le constater, du fait aussi du cadre légal des sociétés d'assurance et des sociétés bancaires au sens large. C'est-à-dire que les réglementations liées à la CPR ou à Solvency II prescrivent aux assureurs, aux sociétés financières, et c'est une vraie question d'ailleurs dans le contexte où on commence à parler de captives, qui restent quand même soumises à cette réglementation assurantielle, sur l'obligation légale finalement de quantifier financièrement leurs expositions, afin de pouvoir avoir une assurance de couverture financière du risque derrière. Or, en plus du fait d'être des structures importantes, les assureurs ou les réassureurs ont, en plus en termes de quantification, finalement, 3 contraintes spécifiques
ou en tout cas qui sont plus spécifiques que celles de nos compagnies privées au sens large. D'abord, c'est l'obligation de mutualisation du risque, c'est-à-dire que l'assureur étant obligé finalement de lisser le risque sur un grand nombre de points de risque, cette mutualisation en fait force l'assureur à avoir des données pour pouvoir quantifier le risque. Donc quand on parlait finalement d'apport modèle mathématique versus apport dire d'expert, finalement, cette logique fait que l'assureur, pour pouvoir évaluer son risque, a besoin de données, ce qui pose une vraie question, notamment sur les risques nouveaux ou sur les risques à évolution rapide. Ça, c'est le premier point. La deuxième contrainte de la sphère assurantielle et réassurantielle, c'est le cumul des risques, c'est-à-dire le fait, et là, de la même manière, on prend toujours le même exemple, mais c'est vrai également sur la fraude, sur le fait que finalement, cette quantification du risque, en fait, elle n'est pas isolée, mais que plus un risque se cumule, plus il devient grave. Et sur le cyber, on le voit typiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement, comme on l'a connu par le passé en termes de quantification, sur un cumul de risques, de nombreux incendies sur de nombreux sites, ce qui pouvait faire impacter les couvertures dommages. On n'est même plus dans des impacts risques climatiques, où là, on avait des grandes tempêtes qui généraient un risque de cumul. Mais là, on est dans un risque de cumul emballé, un peu comme le décrit d'ailleurs Nassim Nicolas Taleb, où en fait, la réalisation d'un ransomware et le fait que ça marche amplifie le risque de lui-même, ce qui crée forcément pour l'assureur une vraie difficulté en termes de quantification. On n'est plus sur du proportionnel, on est sur du logarithmique. Et puis, la dernière contrainte, mais qui n'est pas la moindre, c'est le fait qu'ils sont règlement forcés de quelle qu'est cette quantification vis-à-vis de la marge de solvabilité. Donc, il faut forcément que cette quantification, avec une marge de jeu d'erreur, mais plus ou moins, elle soit exacte. Or, pour les deux raisons que je vous ai décrites. La première, le manque de données sur des nouveaux risques ou des risques évolutifs. La deuxième, le fait qu'aujourd'hui, en termes de cumul du risque, dans certains secteurs, on est sur des conséquences qui sont non pas croissantes, mais carrément logarithmiques, fait que finalement, toute la sphère de l'assurance, et finalement, nous, par contre-coup, s'en trouve déstabilisés. Donc, ça remet, une fois de plus, et là, avec une lumière encore plus importante, l'importance de la quantification. Parce que finalement, la donnée pour les assureurs, la vraie donnée, aujourd'hui, elle est chez vous. Elle est dans les entreprises. Parce que finalement, dans les entreprises, c'est là où on a le peu de données finalement qui existent et surtout les experts qui permettent de générer les modèles. Donc aujourd'hui, finalement, tout le monde est lié. Les entreprises, les courtiers, les assureurs, la sphère financière, et on est tous finalement amenés à essayer, autant que faire se peut, de pouvoir générer des modèles de quantification sur lesquels une logique idéale, ce serait de pouvoir les mettre en commun. On le voit, les contraintes sont nombreuses pour nos partenaires assureurs. À ça s'ajoutent des contraintes légales. Nous avons pu voir que les dernières annonces de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les niveaux de marge de solvabilité des compagnies d'assurance ont eu un impact direct sur nos renouvellements. Ce marché dur que nous vivons replace de facto le risque manager au cœur de l'optimisation des risques et de leur juste appréciation. Se pose alors une question de méthode pour le risque manager. Winifred, vous pouvez nous en dire deux mots ? Deux, pas plus. Non, un petit peu plus. On va repartir sur la montagne. Effectivement, pour mettre en place ce processus de quantification, il va falloir qu'on se prépare, qu'on fasse l'inventaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de ce qu'on a, ce qu'on aurait besoin d'avoir, ce qu'on n'a pas. Donc, il va falloir qu'on s'équipe au fur et à mesure, qu'on prenne dans notre sac à dos un certain nombre de cordes aussi. Parce qu'effectivement, on va devoir travailler avec l'ensemble des directions de notre organisation. On va devoir prendre des cordes pour pouvoir travailler avec la première ligne, avec des opérationnels. On ne peut pas quantifier un risque si on ne travaille pas avec les opérationnels et en même temps pour les opérationnels. On y reviendra un petit peu après. Il nous faudra aussi des cordes pour travailler avec les lignes de deuxième niveau, en fait. On va devoir travailler avec le contrôle de gestion, avec le juridique, avec le marketing. On ne peut pas quantifier des risques sans la fonction finance. Donc, obligatoirement, toute l'interaction qu'il y aura avec les contrôleurs de gestion, c'est primordial, finalement, pour l'établissement du process de quantification. On ne fera pas des sacs de nœuds, hein, mais on essaiera de faire quand même une belle encordée. Voilà, donc il faut absolument
qu'on identifie tout ce dont on a besoin, qu'on travaille effectivement avec l'ensemble des acteurs et des contributeurs au sein des organisations. On est vraiment sur le process, mais on ne pourra pas arriver à un résultat qui sera pertinent et viable et le plus juste possible au niveau du process et du résultat si on ne travaille pas et avec les opérationnels qui sont les responsables de ces risques-là et avec effectivement les lignes de maîtrise qui contribuent sur ces aspects-là. Focus, contrôle de gestion. Ça, c'est primordial. Qu'est-ce que je voulais partager? Oui, alors une fois qu'on a... Je crois qu'il sait que j'aime pas trop les photos, enfin c'est contre vous. Pardon. Voilà, donc il faut effectivement organiser ce process. Il faut qu'une fois qu'on a organisé une première version de ce process, il faut absolument le formaliser. Il doit être formalisé pour pouvoir être posé, déroulé, communiqué, partagé. Et une fois que ça c'est fait, on peut effectivement commencer à quantifier effectivement les risques, soit ceux qui nous ont été demandés, soit ceux éventuellement qu'on souhaiterait, par lesquels on souhaiterait commencer. Donc je l'évoque un petit peu après, mais effectivement, soit on partira sur quelque chose qu'on connaît déjà pour pouvoir effectivement challenger la méthode en fait, soit sur quelque chose où on demandera effectivement des experts et des avis. Une fois que le process est fait, ce matin, à l'un des ateliers auxquels j'ai assisté, on a effectivement parlé, je repense à ça, on a parlé effectivement de Sapin 2 et de la cartographie des risques de corruption, et effectivement que l'AFA avait deux instances, deux directions, une qui était sur les contrôles et une qui était sur le conseil. Alors, c'est peut-être effectivement par rapport à mes expériences antérieures, hein, j'étais auditeur, j'étais commissaire aux comptes, j'étais auditeur, j'étais responsable de l'audit interne. Effectivement, avant d'attendre que l'audit vienne challenger un process que je mets en place, je vais certainement les solliciter sur un avis conseil pour effectivement déjà avoir leur avis, avoir une vision, être challengé par quelqu'un qui n'aurait pas travaillé sur ce process et pour pouvoir effectivement tout de suite améliorer mon process. Quoi qu'il en soit, que je leur demande leur avis ou qu'ils auditent mon process, c'est quelque chose qu'il faudra revoir régulièrement au fur et à mesure qu'on fera des exercices de quantification, de revoir, d'ajuster finalement la méthode qu'on aura posée en fonction des difficultés qu'on aura rencontrées. Je vous propose de... Alors bon, donc ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a pas mal d'étapes. Il y a différents refuges, donc il y a différents contributeurs, on les a évoqués. Effectivement, il y a différents chemins possibles. On pourra passer sur un et repasser après sur l'autre. Quoi qu'il en soit, ça va demander un petit peu de temps. Ça s'organise et donc ça ne peut pas se faire en un jour. Il ne faut pas y passer 2 ans non plus, mais il faut se laisser le temps quand même de poser le process, de le travailler et de le formaliser. Bon, ça c'est complémentaire à ce qu'on vient d'évoquer. Pardon, c'est un petit peu petit là-bas quand même. Hein. Voilà, donc on va partir sur la partie en haut à gauche. Donc ça c'était effectivement de décortiquer. Donc c'était vraiment voilà, d'identifier ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque, de décortiquer afin que ce soit le plus clair possible, le plus guidant possible. Et puis effectivement de gagner en écoute au fur et à mesure qu'on travaillera en interne de notre organisation sur la mise en place de ce process. Fluidifier, harmoniser les divergences. Effectivement, quand on travaille avec les opérationnels, avec et pour les opérationnels, quand on travaille avec effectivement les directions fonctionnelles, donc les deuxième lignes, et donc sur leur partie opérationnelle de leur fonction, il y a des fois des incompréhensions dans les échanges qu'on a avec eux. Je repense sur mon process cartographie des risques. Quand je l'avais mis en place au sein de notre organisation, quelques temps après, quand j'avais déployé la démarche, j'avais le RSSI qui m'avait dit « Ah, écoute, la démarche, on l'a bien mis en place, mais on a fait quelques ajustements. » Et puis nous, on s'appuie aussi sur des méthodes d'évaluation des risques, EBIOS, etc., qui sont les bonnes pratiques aussi dans nos natures de risque IT. Je lui dis, c'est super, génial. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux me donner ce que tu as mis en place et qu'on regarde? Je récupère les documents, je les analyse, on fait un petit point ensemble, et puis je lui dis, attends, les échelles de cotation, elles sont sur 4 niveaux, quoi. Je ne souhaite pas, en tant que RM du groupe, qu'on ait des échelles, c'est ma posture à moi, c'est ma position à moi. Si vous avez des échelles impaires, ça ne me pose aucun problème. Donc c'est pas dans mon organisation. Non. Et donc voilà. Donc ils avaient pris un niveau impair, il y en avait 5 de mémoire, et je lui ai dit non. Donc à un moment donné, il a entendu. Là, on a trouvé effectivement un compromis entre nous. Au niveau de la probabilité, on n'était pas d'accord. Parce que moi, mes échelles à moi de probabilité, elles étaient beaucoup plus longues
dans le temps. Puis en plus, quand j'avais commencé la cartographie, j'étais partie sur des risques majeurs. Donc mes probabilités, ma fréquence de probabilité était beaucoup plus, beaucoup plus grande en fait. Lui, il m'explique, et j'avais du mal à entendre au départ. Il me dit, mais en fait, nous, on ne peut pas raisonner sur 2 ans, sur le 4e niveau d'échelle de probabilité. Nous, le 4e niveau, c'est les 12 mois. Voilà, donc sur ce petit point-là, c'est de dire, effectivement, sur la culture, si on veut que le process, sachant qu'effectivement, pour faire ces travaux-là, on est responsable de la méthodologie transverse, et en même temps, tous les contributeurs, que ce soit les opérationnels ou les deuxièmes lignes, sont responsables de leur contribution en termes de responsabilité. Voilà, donc il faut absolument qu'on passe du temps avec eux, et surtout qu'on ne lâche pas, alors pas pour imposer, mais pour comprendre quand il y a une divergence, en quoi elle réside, pour pouvoir effectivement proposer quelque chose qui nous rassemble en fait et qui est acceptable des 2 côtés. Voilà, donc c'était surtout ça. Ça retouche aussi du coup la partie responsabilité que je viens d'évoquer. Être au plus juste, au plus loin, c'est effectivement une quantification. Elle est faite au mieux. Donc c'est toujours de dire en fonction de l'échéance que j'ai besoin, enfin que je dois approcher, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, on essaye toujours d'avoir une projection au plus loin, au plus juste. Quoi qu'il en soit, on ne saura que dans l'avenir si ce sont ou pas une bonne décision qui a été prise. Donc c'est pour ça on prend les meilleures décisions. Peut-être seront-elles les bonnes, c'est pas sûr. En tout cas, on prend les meilleures décisions à un instant T avec les travaux qu'on aura menés. Je crois que c'est bon pour moi. Merci, Monsieur Winifred. Pascal. Le risk manager se pose donc comme un garant de la méthodologie en venant s'accorder vers l'objectif en jalonnant le parcours. Denis, quels sont ses repères et ses limites? Alors, donc, on a besoin de mesurer l'impact pour prendre les bonnes décisions et avoir les bonnes valeurs au bilan et éviter des dégâts, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il faut le formaliser pour que les décisions soient réellement bien prises et que les gens comprennent bien. Et je crois que l'exemple donné à l'instant est tout à fait illustratif de cela, de la difficulté. Alors, pour commencer, prendre une décision sur un plan d'action, par exemple sur un mitigation plan, se baser sur des données opérationnelles. On l'a déjà dit tout à l'heure, il faut le redire. Vous ne pouvez discuter avec un opérationnel qu'avec le vocabulaire de cet opérationnel. Si lui travaille avec des kilogrammes ou avec des tonnes ou avec des mètres linéaires, je ne sais pas, enfin peu importe, ne commencez pas à essayer de lui dire c'est quoi, c'est 2 millions d'euros ou c'est 23 millions d'euros. Il y a forcément tout un cheminement intellectuel, calculatoire entre la donnée opérationnelle et la donnée financière. Et quand on voudra justifier, et en particulier comme c'était dit tout à l'heure par rapport à un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, normalement, il doit revenir sur la donnée opérationnelle. Et après, il verra la valo. Alors si en plus vous avez par exemple des traductions via du dollar ou je ne sais quelle autre monnaie, avec des taux de change, donc il faut vraiment être basé sur les données opérationnelles. On l'a dit encore pour la proba et on va le dire aussi pour l'impact, pour les conséquences. Lorsqu'on n'a pas de données statistiques, ce qui est malheureusement assez souvent le cas, eh bien, on va se contenter et on va exploiter les dires d'experts. Le dire d'expert ne sera pas exact, surtout dans la situation particulière que vous travaillez avec vos collègues, mais il sera suffisant pour donner des ordres de grandeur. Il faut comprendre que quand vous allez travailler avec un DAF, par exemple, vous prenez la construction d'une digue de détournement d'orage dans un OED, c'est pas fréquent, c'est un orage tous les 10 ans peut-être. Si le directeur du projet va voir le DAF, il dit « Ah, j'ai besoin de 5 millions d'euros pour faire la digue », pouf, comme ça, le DAF, en général, il prend quelle décision? Il dit « Ah bah peut-être, oui, mais quand on verra, oui, on verra bien pour le budget, oui, bon, on verra. » Mais il ne l'inscrira surtout pas au budget. Il ne comprend pas trop, et 5 millions d'euros, on ne met pas comme ça un budget, même sur une très très grande entreprise. Par contre, si vous allez voir le DAF et vous dites, dans cette WED, où on doit obligatoirement mettre le bâtiment de traitement du minerai, nous savons que nous avons un orage tous les 10 ans, que le projet doit durer grosso modo une 50aine d'années, donc on doit bien avoir grosso modo 5 orages. On sait que le coût du bâtiment, aujourd'hui, on est en anticipation, c'est grosso modo 50 millions d'euros, plus ou moins 10 millions d'euros. Et que lorsqu'il y aura un orage, si on ne fait rien, eh bien, on aura un coût qui sera entre 0 et 50 millions d'euros. Destruction totale du bâtiment, le cas échéant, ça va dépendre de la hauteur de la vague qui arrive. C'est une vague qui arrive, c'est une vague de 2, 3, 4 mètres qui arrive. Donc c'est extrêmement violent.
On a dit une médiane de 15 millions d'euros, grosso modo, de destruction qu'il y aura a priori. Et donc, le coût du risque, cher directeur financier, devrait être sur la durée du projet de l'ordre de 75 millions d'euros, plus ou moins 30 millions d'euros. La digue, elle coûterait entre 3 et 5 millions d'euros. Que fait le DAF? Forcément, il laisse au budget la digue. Il n'a pas le choix, vu les enjeux. Et on ne s'est pas demandé si la digue elle coûte 3,484 ou 5,08. On s'en moque totalement. On reste sur des ordres de grandeur. Et vous voyez, avec une approximation qui n'est pas tout à fait très fine quand même. Donc voilà. Donc, bien travailler sur ces ordres de grandeur. Et toujours, comme je le dis tout à l'heure, c'est le même problème que pour les probas. Lorsque l'ordre de grandeur, si on vous annonce c'est entre 10 millions et 100 millions, là, on va demander une étude d'affinement. Et ça motive le coût de l'étude d'affinement pour pouvoir prendre la bonne décision. Alors, il y aura des différences de comportement, bien entendu, suivant la nature de l'événement, suivant la nature du contexte, suivant la résilience financière, la résilience humaine, etc. etc. Donc, les chiffres que je donne comme ça, c'est un exemple relativement proche d'une réalité vécue, d'ailleurs au passage. À noter en plus à ce stade-là que l'approche entreprise étendue, et je pense que ce matin, si vous avez été dans un atelier ad hoc, vous avez entendu parler de ça, ça vous permet d'identifier les fameux signes rares à très forts impacts qui, ne l'oublions pas, des fois sont destructeurs de l'entreprise ou de l'organisation. Donc il ne faut pas non plus hésiter à mesurer l'impact d'un signe noir pour voir ce que l'on va prendre comme décision. Merci Denis. Gisèle, si nous devions avoir des points d'attention sur le parcours, quels seraient-ils? Ils sont relativement importants. Dans les faits, finalement, aujourd'hui, comment faire une démarche de quantification? D'abord, la baser sur une logique de cartographie des risques. Parce que finalement, la logique, c'est pas de tout quantifier. D'abord, c'est pas possible parce que certains risques sont plus difficilement quantifiables. Et ça rejoint la difficulté à valoriser financièrement ce qu'on appelle les assets intangibles. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, une décision stratégique ou un risque complètement stratégique est extrêmement difficile à valoriser, versus, on le voit quand même, certains de nos risques fondamentalement opérationnels, fraude, cyber, interruption d'activité. On en a quand même un certain nombre aujourd'hui qui apparaissent dans les risques critiques de toutes nos cartographies qui sont éminemment quantifiables. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, on va sélectionner les risques à quantifier, on va essayer de prioriser. Et ça va nous donner en plus, par contre-coup, une idée beaucoup plus valable de finalement à quel point ce risque-là est rouge dans la carto. Et ça va du coup nous donner une idée aussi beaucoup plus valable de à quel point les autres risques en rouge sont comparables à celui-là. Et puis après, l'idée, forcément, en fonction de la nature du risque, c'est essayer de déterminer des méthodologies. Donc on ne vous a pas décrit l'ensemble des méthodologies, on est resté sur les logiques mathématiques, dire d'experts. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une modélisation, bien sûr, qui est aussi proche de la réalité que possible, mais du coup, qui soit basée sur une connaissance du risque aussi complète que possible. C'est-à-dire que finalement, on ne modélise bien qu'un risque sur lequel on a le maximum de données, et ça reboucle le fait de travailler avec les experts, les opérationnels et l'ensemble de la sphère d'entreprise. Et puis surtout, et ça c'est un point très important, c'est de clairement définir et bien mettre en exergue ce sur quoi on base notre modèle. Parce que forcément, vous vous doutez bien que le modèle, si c'est un modèle extrême, on dit que c'est le collapse total de tout l'ensemble de notre système d'information, c'est pas du tout le même modèle que le modèle qui fait que seulement SAP plante ou qu'on a une rupture électrique. Donc cette question en fait de définition des hypothèses du modèle est fondamentale parce que souvent on a tendance en fait à créer un modèle, à pas garder les hypothèses et donc du coup forcément ça veut rien dire. Donc l'idée c'est aussi de définir collectivement avec l'ensemble des acteurs dans l'entreprise quels sont les objectifs du modèle et quelles sont les hypothèses sur lesquelles on fonde le modèle. Et du coup, l'idée, forcément, c'est d'essayer de prioriser sur les risques, les plus opérationnels, 2, ceux sur lesquels, à date, on a le plus de données, qu'elles soient dires d'experts ou données statistiques, et 3, celles sur lesquelles on a une idée bien précise des objectifs pour lesquels on réalise des modélisations et les éléments financiers de cette modélisation. Merci Gisèle. Winifred, si nous avions quelques ultimes recommandations à formuler à nos collègues. Recommandations. Alors, peut-être pas recommandations quand même, mais effectivement, pour
Pour démarrer, effectivement, ça sera toujours de dire, bah voilà, il faut commencer à préparer, il faut le formaliser. Si effectivement il n'y a pas une demande, bah, il faut effectivement choisir le risque qu'on va commencer à quantifier. Je pense qu'il y a aussi une question de moment. Il faut peut-être se poser en fonction du planning, de l'organisation, des événements, de l'actualité. Il y a peut-être en fonction et du risque qu'on choisirait quelque part et du moment à laquelle, du moment opportun quelque part pour présenter la démarche ou présenter la quantification V1 quelque part au board. Voilà, il y a peut-être un moment, un instant T à choisir qui pourrait être du coup plus favorable, hein, parce que des fois, effectivement, les RM des entreprises sont très sollicitées, des fois, elles sont moins écoutées. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi pas une donnée stratégique, mais peut-être pertinente à prendre en compte dans notre préparation, y compris de communication. On pourrait essayer effectivement de chiffrer, de quantifier la capacité de résistance finalement de l'entreprise, que ce soit sur une période ou en fonction de sa trésorerie. Hein. Là, on a vu que ça aurait pu bien aider certaines entités. On pourrait aussi essayer de quantifier des opportunités. Voilà, donc ce sont quelques pistes. Quoi qu'il en soit, il faut démarrer, il ne faut pas être découragé dès le début. Moi, j'aime bien toujours apprendre, mettre en place, donc c'est pas ça qui va me démotiver moi. Mais ça peut pas se faire en une fois. C'est quelque chose qui doit se construire et qui doit s'améliorer en fait au fur et à mesure des quantifications. Donc, faut pas avoir peur de se lancer et d'aller effectivement au sein des différents, vers les opérateurs, les opérationnels effectivement et les financiers de nos structures, parce que c'est avec eux qu'on pourra construire et entre guillemets solidifier quelque part l'organisation qu'on propose sur ce process. Alors, moi, en tant qu'RM, je propose pour les RM de la salle, hein, bien sûr, parce que les autres ne peuvent pas jouer ce rôle-là, mais effectivement, sur l'espèce de la montagne, d'être le guide effectivement de nos opérationnels dans la quantification de leurs risques qui sont sur leur responsabilité. Voilà. Et pour faire le lien avec la thématique des rencontres, je suis convaincue que ce projet ou ce sujet de quantification permet effectivement au risk manager d'être sur un nouvel élan. Voilà pour moi. Pas des recommandations. Merci Winifred. Merci Gisèle, merci Denis. Pour notre part, nous en avons fini avec les éléments que nous souhaitions vous exposer. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Nous avons 20 minutes pour cela. Vous avez des micros vous avez des micros dans l'allée. Bonjour, du coup merci pour votre présentation. En fait, ma question c'est par rapport à la quantification de risque. Je voulais savoir c'est quoi la notation la plus pertinente. Est-ce que c'est la notation d'un risque qui est quantifié avec un modèle ou la notation d'un risque qui est donné par l'avis d'un expert? Parce que moi j'ai travaillé à la BNP et pour le risque, on avait genre deux colonnes. Il y avait la colonne où normalement on calcule le risque en fonction de la probabilité et la fréquence. Et il y avait une autre colonne qui s'appelle risque ajusté où l'opérationnel va donner directement la notation que lui qu'il voit qu'il est pertinent. Donc après pour moi c'est un peu contradictoire parce que les modèles ils se basent sur le maths qui est solide. Donc pour moi c'est plus pertinent que l'avis d'un expert, mais après je suis pas sûr. Je dirais entre des data et un expert, c'est bien de les croiser, puisqu'on n'est pas sûr toujours de la qualité, de la pertinence de la data. Et est-ce que l'expert a bien compris le contexte, surtout si c'est l'expert externe dont on parle. Donc, croiser ces deux informations-là, oui, est pertinent. Oui, et puis après, ça dépend de la nature du risque. Sur des risques sur lesquels vous avez quasiment pas ou peu de données, clairement, la pertinence du modèle mathématique est très faible, donc vous avez forcément recours à des experts. Voilà, je rejoins complètement Denis. Ça dépend complètement en fait, de la typologie du risque et de l'existence de données stables, fiables sur ce risque-là. Oui, vous avez raison. Il y avait effectivement un problème de disponibilité des data sur ces risques. Ouais. D'accord. Alors, je dirais en plus que si on est sur des problématiques entre guillemets de coûts juste financiers, bon, on peut se tromper un peu, c'est pas très grave. Par contre, si vous êtes sur des problèmes, des questions humaines, bah, mieux vaut prendre le max. Hein. C'est mieux quand même pour l'être humain. Hein. Alors personnellement, dans mon périmètre à moi, sur mon secteur d'activité, on émet des titres restaurants, des titres cadeaux. J'ai pas dans mon activité, je suis pas sur une activité industrielle. Voilà.
Mais par contre, si je devais le faire, effectivement, je travaillerais avec le contrôle de gestion et avec la fonction RH. Et effectivement, je regarderai ce qui se passe chez mes homologues. Je rentrerai en contact avec mes homologues. Comme là, on l'a fait récemment sur des sujets de nature RH. On s'est rapproché de la NDRH, qui est l'Association professionnelle des DRH de France, et ça, voilà, avec des dires d'experts. Mais personnellement, bien sûr qu'on approche ce risque-là, mais dans la quantification de ce risque-là, moi, je ne l'ai pas approché parce que ce n'est pas au cœur de mon activité. Je parlais de mortel pour l'entreprise. Ah. Vous l'aviez compris comment? Nous, on avait compris le décès, et là, j'allais vous dire, il y a une réglementation. Tout ce qui est BTP, par exemple, la réglementation est extrêmement sévère, et donc on l'applique. Mortel pour l'entreprise. Comment, lorsque ça va dépendre un petit peu de, je dirais, du business de votre entreprise et de son modèle économique. Certaines entreprises, lorsque le risque dépasse 1% du chiffre d'affaires, vous êtes à 2 fois le bénéfice, donc l'actionnaire va fuir. Si vous êtes dans une entreprise de service en pleine création d'opportunités d'innovation, vous êtes à 30 points du chiffre d'affaires en bénéfice. Si vous avez 1 point de perte, bof. Hein. Donc il faut regarder le business model de l'entreprise, regarder son bilan, comment il est constitué et regarder ce qu'il va devenir dans les prochaines années. Et là, vous verrez effectivement le montant estimé en ordre de grandeur. Entre 1 et 2 millions pour un chiffre d'affaires d'1 milliard, j'en ai pas grand-chose à faire. 1 et 2 millions pour un chiffre de 10 millions, là, il faut que j'approfondisse de très loin parce que là, je suis sur un risque mortel. Puis l'enjeu en termes de quantification, une fois de plus, c'est la valorisation des assets tangibles et des assets intangibles. C'est-à-dire que valoriser, quantifier des assets physiques, le fait que vous ayez un entrepôt qui brûle, la partie physique est relativement aisée à quantifier. Aujourd'hui, la problématique, elle réside surtout dans la quantification des assets intangibles, c'est-à-dire le fait que vous ayez un risque qui se réalise et que ce risque-là fasse que vous ayez une chute du cours de bourse, donc une chute de la valeur de l'entreprise, et où vous ayez une perte de part de marché. Or aujourd'hui, clairement et globalement, on manque d'éléments de quantification financière de finalement. Alors, le fait que votre cours de bourse chute, ça c'est relativement facile à quantifier, mais encore faut-il que vos interlocuteurs l'admettent dans l'hypothèse, c'est-à-dire qu'ils admettent le fait, par exemple, qu'un livre réalisé par un journaliste puisse faire chuter votre cours de bourse de 20%. Nous, théoriciens du risque, on le propose, c'est pas forcément dans les hypothèses qui sont forcément retenues. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la quantification de la perte de part de marché. De la même manière, comment évaluer la perte de part de marché d'une société sur laquelle vous avez un scandale médiatique, etc. Donc aujourd'hui, finalement, l'enjeu, c'est d'arriver à poser le sujet et d'arriver à mettre des chiffres derrière ces assets d'image de marque, de valeur de marque, de part de marché. Alors peut-être pour compléter, je suis désolée, parce que à première entente, je n'étais pas partie là-dessus. Voilà, mais effectivement, pour répondre du coup à votre question, après courte réflexion, du coup, je viendrai effectivement aligner la capacité finalement d'une résistance de l'entreprise. Donc je vais regarder effectivement ce que j'ai comme actif, comme trésorerie, comme capacité, et je viendrai effectivement regarder en face les risques qui ont une forte quantification, une quantification très élevée, pour voir ceux finalement qui seraient les plus impactants, qui vont venir du coup, qui sont du coup les plus risqués par rapport à cette capacité de résistance. Oui, puis incidemment, pour rajouter, effectivement, l'objectif quand même in fine de la quantification aussi, c'est de savoir si votre risque, votre quantification financière aujourd'hui, elle est couverte ou pas. Alors qu'elle est couverte directement dans la capacité ou indirectement dans le contenu de votre contrat. Et ces deux éléments-là, aujourd'hui, sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse qu'on a souvent quand on quantifie, c'est que, en particulier sur le dommage direct, c'est bon, on est couvert, à voir. Mais sur le dommage indirect, le problème, c'est en fait déjà, c'est aussi d'aller dans le cœur, entre guillemets, des couvertures assurantielles et de voir si, dans les faits, effectivement, vous êtes couvert. Et c'est là où, généralement, se pose le nerf de la guerre. Je ferai un petit complément avec un exemple pratique, mais je ne nommerai pas d'entreprise. Le vrai problème, c'est, donc vous dites le décès de l'entreprise, un des risques majeurs, c'est la réputation de l'entreprise, en particulier la réputation. Donc la problématique, c'est pas de se dire est-ce que ça va mettre en péril l'entreprise en 3 mois, en 2 ans, c'est pas vraiment ça. La problématique, c'est comment traiter, comment gérer, comment faire de la prévention sur un risque mortel. Et à pas cher le cas échéant. Donc l'exemple est le suivant, c'est un N-4 à moins de 50 mètres du bureau d'une très grande entreprise qui a le droit et le devoir de prévenir et de déranger le DG en cas de risque
de e-réputation. N-4, droit d'intervenir dans les 5 minutes. C'est pas cher, ça coûte rien. Par contre, en termes, je dirais, de culture organisationnelle, c'est démentiel. Mais c'est pas cher. Puis après, si on a de tels risques, on doit se dire, est-ce qu'il faut continuer à les prendre? Est-ce qu'on doit les prendre? Est-ce qu'il ne faut pas les réduire? Ou est-ce que ça vaut le coup? Et quels sont les gains attendus de l'autre côté aussi? Enfin, c'est tout ça derrière. Dans tous les cas, c'est utile en fait de quantifier. Il faut quantifier. Vous avez une autre question? Le risque réputationnel, c'est surveillance des réseaux sociaux. Et quand vous voyez que ça monte négativement, très vite, ça c'est humain, la personne ne va même pas quantifier. Elle sait déjà qu'elle est dans un risque e-réputation, donc de risque de défaillance de l'entreprise. Tout de suite. C'est même pas la peine de quantifier. Est-ce que je perds 10 millions par jour ou 10 millions par mois? L'ordre de grandeur, c'est perte de l'entreprise. Le max, certes, mais c'est le max et c'est trop grave. Donc on traite. Bonjour, tout d'abord, merci pour la présentation. Moi, personnellement, j'ai retrouvé la plupart des réponses que j'attendais au départ. Et pour compléter cela, j'ai une question. Je me dis, si aujourd'hui, dans le contexte de la transformation des métiers de la finance qui s'oriente vers la digitalisation, on veut mettre en place un système de machine learning, disons, qui va optimiser la performance de gestion des risques financiers. Quels sont les indicateurs, les principaux indicateurs qu'il faudra modeler par rapport au contexte d'aujourd'hui? On revient sur une question contextuelle. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la question n'est pas tant dans la performance du machine learning ni même du modèle, c'est justement dans le fait déjà de savoir, dans l'architecture financière de votre compte de résultats, finalement, quels sont les bons indicateurs qui transcrivent le risque. Donc finalement, aujourd'hui, avant même de commencer à modéliser, avant même de mettre du machine learning, on a déjà un gros travail collectif à savoir mettre de manière apparente dans les résultats financiers la transcription financière de la réalisation d'un risque. Et aujourd'hui, collectivement, force est de constater qu'on n'est pas très bon là-dessus. Sauf juste à lister les conséquences de sinistres, mais on reste sur le périmètre des risques assurables et on reste sur la couverture faite par les assurances du sinistre, ce qui n'est pas la totalité des conséquences financières d'un sinistre. Donc aujourd'hui, oui, on a un gros travail collectif sur le fait de montrer de manière claire dans les comptes effectivement la quantification financière des risques quand ils se sont réalisés. Et après, du coup, forcément, une fois les indicateurs créés, on pourra les traiter. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que dans le domaine de l'assurance, vu que l'assurance a en quelque sorte le rôle de, comment dire, de suivre, de conseiller, et que de l'autre côté, l'un des principaux problèmes qui fait, des principaux problèmes qui fait en sorte que, en fin de compte, que les risques surgissent et que les risques sont difficilement identifiables. Est-ce que dans le métier de l'assurance, justement pour pouvoir donner ce conseil, il y a premièrement une base de données, je dis comment, dans une certaine globalité, qui permet de faire des analyses, et pour tirer des indicateurs de performance, en fait, des indicateurs de suivi des risques qui peuvent survenir dans le domaine financier. On est toujours sur la même question et vous avez raison de la poser, c'est une question importante, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans la sphère de l'assurance, dans le traitement des sinistres, une fois de plus collectivement, on n'a pas encore pris le pli, la méthode, du fait de se dire, dans l'analyse d'un sinistre, on analyse non seulement la quantification du sinistre, ce que font très bien les assureurs, mais par contre, quelle est finalement l'histoire du sinistre et quels sont les faits générateurs. Et aujourd'hui, alors ça progresse bien sûr, et heureusement, hein, mais aujourd'hui, le marché fait qu'on n'est pas encore en situation, en état de sortir, un assureur n'est pas capable aujourd'hui de vous sortir un listing de l'ensemble des faits générateurs d'un sinistre. Le marché avance globalement, il y a énormément de progrès qui sont faits là-dessus, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça doit être un effort collectif, parce que même pour un assureur, et là pour le coup, déterminer le fait générateur d'un sinistre, c'est extrêmement compliqué, parce que finalement, la connaissance du fait générateur, elle est dans l'entreprise. Elle est dans les experts de l'entreprise, dans les opérationnels de l'entreprise, d'où l'importance de mettre en place des retours d'expérience, de mettre en place des analyses d'accidentologie, etc. Aujourd'hui, clairement, le déficit ne réside pas tant dans la technologie ou l'intelligence artificielle que dans le fait, une fois de plus, d'avoir des données structurées, des bases de données. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Alors c'est plus une demande d'avis sur une méthodologie. En fait, on se rend compte dans les faits que quand un risque se réalise, même si on l'a identifié auparavant, en fait, le coût du risque, ses impacts, ils ne vont pas être du tout du même ordre de grandeur que ce qu'on avait pu imaginer. Et du coup, est-ce que, selon vous, il peut être une bonne approche d'identifier plutôt des niveaux d'impact, par exemple 20% de mes fonds propres, 40%, 60%, 80%, quels sont les impacts sur la solvabilité de ces niveaux d'impact? Et enfin, une fois qu'on a établi ces niveaux d'impact sur la solvabilité, d'essayer de trouver quel risque rentre dans chacune des cases. L'impact 20%, ce serait tel et tel risque. L'impact 40% de perte, ce serait tel et tel risque. Et essayer de faire ensuite un screening des risques par rapport à ça. D'établir ensuite, selon chacune des catégories, des management actions pour rétablir la solvabilité qui serait assez générique, en fait, qui répondrait à une multitude de ces risques-là. Est-ce que ça peut être une approche, du coup, intéressante ou difficile à mettre en œuvre? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris la question, je suis désolée, il y a eu plusieurs questions. Donc voilà. Non, mais voilà. Alors, sur l'impact au niveau financier, nous, nos échelles de cotation, par nature, quand on a un risque, des fois, il y a différentes natures d'impact sur ce même risque. En tout cas, dans nos 4 dimensions d'évaluation de ce volet financier de ce risque-là, effectivement, on a un montant ou on a un pourcentage par rapport, effectivement, soit à des capitaux propres, soit par rapport à la trésorerie, etc. Quand il se passe un risque, un événement, et qu'effectivement, il est d'un montant ou d'une valeur qui est différente de ce qu'on avait évalué précédemment, c'est ce que vous évoquiez, effectivement, c'est important de comprendre pourquoi on avait tant d'écarts. Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est l'application de la méthode? Et effectivement, de venir ajuster, effectivement, déployer davantage le dispositif de maîtrise dessus, et effectivement, d'adapter la méthode, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que j'avais encore une troisième chose, mais voilà. Le point, c'est peut-être... Enfin, quelque part, le danger de ce type d'approche, c'est peut-être de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tous les trois, et vous l'avez dit vous-même, généralement, quand le risque se réalise et qu'on commence à réfléchir quantification, c'est qu'en fait, on a eu un événement qui nous a coûté beaucoup plus cher qu'on ne l'avait imaginé, pour parler concrètement. Donc finalement, le problème de partir à l'envers en disant on détermine des grandes conséquences et on se dit peu importe le risque qui en est à l'origine, bah finalement c'est un peu compliqué parce que il y a de fortes chances que vous le fassiez avec votre vision du risque. Or clairement, l'intérêt de la quantification, c'est de se rendre compte en réel de ce que c'est que ce risque-là, et pas de projeter. Et pour toutes les raisons qu'on a décrites dans la présentation, c'est-à-dire la capacité la difficulté que les organisations ont à accepter le risque, à accepter qu'il existe, à accepter que la probabilité existe, à accepter le fait que ça puisse être à risque grave. Donc l'idée peut être à l'inverse, c'est de commencer à quantifier pour avoir des ordres de grandeur de réalisation d'un risque. On prend toujours le même exemple, mais le gros avantage du risque cyber, c'est que c'est finalement une confluence de risques, c'est pas un risque unique. Finalement, dans la quantification d'un risque cyber, vous avez un risque de sûreté, vous avez un risque de fraude, vous avez un risque qui est lié aux ressources humaines, à l'erreur humaine, etc. Donc finalement, l'avantage de quantifier ce type de scénario, au sens large, c'est que quand même finalement, ça vous donne une idée des conséquences financières de la réalisation d'un certain nombre de risques causes. Et à partir de là, ça vous donne une gradation qui permet d'indexer les autres. Je ferai un petit complément là. Je ne suis pas expert comptable, mais
j'ai fréquenté, comme dirait l'autre, vous avez peut-être une fragilité financière par rapport à votre bénéfice, par rapport à vos fonds propres, par rapport à votre trésorerie. Ça va dépendre du contexte de l'entreprise. Donc oui, un indicateur de cette nature-là peut être intéressant. De toute façon, le DAF, lui, il va le prendre en compte. Et je dirais intuitivement, il va voir, suivant les impacts qu'il y a sur la trésorerie, le fonds propre, etc., il va réagir. C'est son métier au passage. Hein. Ce n'est pas forcément au risque manager de dire « Ah tiens, dès que j'ai 15% du fonds propre, d'attaquer ». Non, non, ce n'est pas son métier. Hein. Son métier, c'est effectivement d'aider à faire en sorte que le risque n'existe pas. Il n'y a pas d'occurrence du risque. Hein. Madame ? Oui, madame. Oui, j'avais une question par rapport à l'articulation entre la quantification du risque telle qu'on peut la pratiquer en entreprise, en ERM, et donc l'établissement de la cartographie des risques qui en découle, et la quantification des risques par les assureurs. À quel moment on peut prendre en compte dans le process de quantification du risque l'atténuation des impacts financiers que l'on achète auprès des assureurs? Tu compléteras. Alors, avant, je n'étais que RM du groupe. Depuis 2 ans, j'ai la gestion des assurances pour le groupe, mais je ne suis pas assureur. L'assurance, pour moi, est une partie du dispositif de maîtrise d'un risque. C'est ce qui va venir, effectivement, réduire une partie de l'impact. Juste une partie, parce que généralement, c'est plus gros, plus important, et qu'il y a souvent un montant de franchise. Ça va contribuer effectivement à récupérer aussi des bonnes pratiques et à s'assurer que le dispositif en amont est assez robuste, en tout cas d'un point de vue des assurances. Donc ça, c'est bien. Quoi qu'il en soit, il faut effectivement travailler avec la gestion des risques, je parle dans l'organisation, donc avec la gestion des risques, avec effectivement la personne qui porte les assurances, et avec les opérationnels. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de la nature du risque, c'est avec l'opérationnel aussi qu'il faut définir le montant. Moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu pas très bien l'année dernière. Pendant 1 an, j'ai fait un focus spécifique, pas qu'un seul, mais celui-ci était l'un des plus gros, sur le risque cyber. Et donc, du coup, en fin d'année, comme la situation était très compliquée sur le renouvellement, j'ai pas eu les conditions que je souhaitais. J'ai pu en obtenir, c'est déjà ça par rapport à d'autres, mais je n'ai pas eu ce que je souhaitais. Quoi qu'il en soit, ça a permis en interne de revoir la gouvernance au niveau de la décision. Parce qu'effectivement, entre vouloir maintenir une couverture cyber, on l'a renouvelée, mais à quelles conditions? Sur quel périmètre? Parce qu'on a aussi des engagements avec des clients, sur des attestations sur plusieurs périodes. Si on ne travaille pas, et je l'ai travaillé toute l'année avec le RSSI, c'est à lui aussi de définir quel est le montant de garantie qu'il prendrait ou pas. Voilà, donc je ne sais pas si c'était tout. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est la réponse que j'apporterai dessus. Oui, pour complémenter. Et puis là, je veux pas faire l'ancienne, hein, mais finalement, on connaît tous la théorie de l'ERM. Hein, identification, analyse, quantification, transfert. Et effectivement, le cyber est un extraordinaire cas d'école. Je pense que tous collectivement, on a vu la phase d'identification. Je pense qu'on est passé pas mal à côté de la phase d'analyse. On est passé complètement à côté de la phase de quantification. Et on a transféré. Et voilà. donc, quelque part, c'est très apporteur de valeur, finalement, ce retour d'expérience sur le cyber. C'est que le transfert du risque reste la phase ultime, la connaissance du risque, une fois de plus, et les entreprises qui les ont. Donc, un bon transfert est quand même basé sur une analyse efficiente, et vous êtes les experts de votre risque. Je rappellerai juste que quand on parle de transfert de risque avec un assureur, on parle d'un transfert uniquement financier. Hein? Pas du tout opérationnel. Ce n'est qu'un transfert financier. Bon, il est quand même stratégique. Hein, il est stratégique même, plus qu'important. Mais ce n'est pas un transfert opérationnel. Vous pouvez envisager avec des partenaires de faire des transferts opérationnels. Et l'assureur peut en prendre compte d'ailleurs, au passage. Hein. Le transfert de risque, ce n'est pas que l'assureur. Alors, je pense que j'avais mal formulé ma question. J'ai aucun doute sur le fait que le transfert vers les assurances sont un transfert de l'impact financier du risque et qu'en amont, on a un travail avec les assureurs sur la prévention et donc sur la mitigation du risque en amont. Mon sujet, c'est sur la base d'une cartographie des risques qui est établie dans une entreprise. On a la cartographie elle-même, on a décidé de couvrir un certain nombre de risques avec des assurances, avec un certain niveau de couverture lié
à notre exposition et donc à notre besoin de couverture est lié à ce qu'on est en capacité d'acheter, hein, il y a les deux qui rentrent. La prise en compte, une fois qu'on a acheté notre programme d'assurance, la rétroaction de ce programme d'assurance sur la cartographie des risques en termes de couverture, parce que du coup on a un effet impact. On va avoir un effet occurrence si on prend en compte la mitigation, mais on a un effet impact. Et c'était ça ma question, parce que comme on est sur un sujet de quantification, du coup on a la quantification actuariale des assureurs, et puis on a notre quantification ERM qui, elle, se traduit par l'établissement de la carte des risques. Et c'était ça ma question. Sur la partie finalement moyen de maîtrise en fait, contribution de moyen de maîtrise. Alors, chez nous, pour les risques, on avait mis en place un système finalement de prorata 100%. Pourquoi ? Parce que quand il y avait 2 moyens de maîtrise, dont un qui était l'assurance, on voulait pas, c'est un exemple, on voulait pas dire 50%. On a mis à jour, on a mis 50% des actions, donc on a couvert 50% du risque. D'accord ? Donc on avait défini par risque, on a fait définir aux opérationnels et aux propriétaires de risque un taux cible de maîtrise, parce qu'on ne peut pas maîtriser toujours 100% de tous les risques. Et effectivement, s'ils visaient 70% de couverture, déjà d'une, il fallait qu'ils justifient c'était quoi les 30%. C'est quand même intéressant de le challenger là-dessus. Et effectivement, après les 70%, on leur demandait d'établir un dispositif de maîtrise, en tout cas de le décrire, parce qu'il y a déjà des choses qui existaient, et de répartir sur 100%. Et effectivement, dedans, en fonction des éléments financiers, il y avait effectivement une ligne sur les assurances. Je ne sais pas, du coup, ça répond mieux à votre question. Mais du coup, ça fait bien partie du dispositif de maîtrise d'un risque. En tout cas, dans ma vision, chez nous. Ça répond bien à ma question sur la quantification. Tant mieux. Après un élément intéressant, du coup, c'est de pouvoir montrer dans l'exercice de quantification, et du coup dans la carto, ce qui du coup est couvert et pas couvert. Ça c'est amusant aussi. C'est-à-dire qu'en termes pédagogiques, la quantification pédagogiquement était un excellent exercice, et le fait de montrer comment, dans cette quantification, l'assurance joue ou ne joue pas. Voilà. C'est effectivement un excellent exercice pédagogique, y compris sur la partie budget alloué à la maîtrise du risque. D'autres questions ? Oui ? Non ? C'est bon. Il me reste à vous remercier. Merci à nos experts. Merci d'avoir... Juste une question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, je vais faire très rapide. Vous faites souvent référence à la nature du risque. Et dans le cadre de la cartographie des risques, on a souvent à mettre en place un élément central qui est l'échelle des risques. Et je souhaiterais savoir quelle serait la meilleure pratique. Est-ce que ce serait de mettre en place une échelle des risques globale ou une échelle des risques par nature de risque ? Global, clairement. L'idée aujourd'hui, forcément dans l'exercice de cartographie, c'est de pouvoir en fait évaluer les risques entre eux, y compris entre eux et dans la manière dont ils contribuent l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun risque n'est isolé. Donc c'est clairement une approche qui est une approche globale tout risque. D'accord. Alors j'avais cette réflexion parce que j'ai notamment été dans la même situation que Madame dans mon échange avec les RSSI. Où effectivement j'ai eu exactement la même montée en progression d'éléments de dissociation entre échelle côté sécurité informatique qui prend en compte la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la nôtre. Et donc j'en suis arrivé à dire qu'effectivement dans le cadre des risques opérationnels, la sécurité informatique prend en compte des micro-risques. Et malheureusement dans des délais très courts, alors que nous, en fait, on a une échelle différente. Et c'est pourquoi je posais la question, est-ce qu'il vaudrait mieux soit essayer de faire en sorte de relier la partie sécurité informatique dans un cadre global d'échelle des risques, ou la distinguer, parce qu'il faut le faire, parce que c'est vraiment trop différent. Je les ai laissés dans le global, mais j'ai tenu compte de leur spécificité sur la probabilité. D'accord. Voilà. Mais par contre, ce sont de très très bons contributeurs. Et c'est vrai que pour travailler avec eux sur la méthodologie, si on doit leur confier un process, c'est bien de commencer par des risques IT. En tout cas, je vois chez moi, il y a d'autres contributeurs très performants, mais en tout cas, ils sont très demandeurs. Okay. Donc du coup, c'est plus facile pour le départ. C'est moins de challenge. Après, on va sur les autres, mais c'est intéressant aussi. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous propose de conclure. Je tiens à vous remercier de votre participation. Merci à nos experts. Nous l'avons vu, la question de la quantification et de la modélisation des risques de nos structures est un sujet encore et toujours d'actualité qui se confronte à plusieurs difficultés qui tiennent tout autant à la façon d'estimer nos risques qu'à la quantité des données permettant de mener à bien cette appréciation. Dans cet exercice, le risque manager est au cœur du processus. Sherpa de la méthode, guide et serre-fil de l'analyse des risques, il s'appuie sur les données qu'il sait devoir être le plus juste possible. Dans cette perspective, les enjeux pour demain reposent non pas tant sur la donnée, qu'on sait abondante, mais sur sa qualité et sa bonne exploitation. C'est là un enjeu majeur pour demain pour le big data et l'intelligence artificielle. Je vous remercie.